Bonjour, merci beaucoup d'être là malgré le soleil. Tentant, hein. Je ne sais pas comment vous avez résisté, parce que c'était agréable, Vichy, au soleil. Donc, merci doublement d'être là nombreux aujourd'hui et de faire vivre ces rencontres dont c'est la 12e édition. Nous vivons des journées particulières, plus que particulières, difficiles. Monsieur le maire qui est là a mis un drapeau ukrainien en votre nom, en notre nom à tous, sur la mairie. Et nous sommes ici dans un bâtiment où le drapeau ukrainien est posé aussi à l'entrée de la porte d'à côté, pour essayer de soutenir et de montrer notre solidarité avec un peuple qui se bat, meurt pour sauvegarder sa liberté. Donc, évidemment, ça crée une atmosphère particulière. Chacun de nous vit à Kiev ou en Ukraine plusieurs heures dans sa journée. Et ça, je crois que c'est une chose que personne, parmi tous ceux qui sont là, et ailleurs, personne ne nous oublieront ces journées. Comme on n'a pas oublié la venue d'une épidémie dans le monde entier. Il s'est passé ces 2 dernières années des choses tellement inouïes que personne ne pouvait prévoir que, voilà, on est entré évidemment dans une atmosphère différente. Et je crois que du plus petit au plus grand, la manière de voir les choses va changer dans les années qui viennent, et pour longtemps. Alors, de la liberté, justement, parce que c'est de ça dont il s'agit avec Rachel Kahn, qui va venir nous rejoindre, c'est précisément ce dont nous allons parler. C'est une femme vraiment d'exception, sans exagérer les termes. Elle va nous dire comment une femme aujourd'hui réussit à se construire, exister et s'imposer comme une femme libre dans notre pays aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais elle est danseuse, successivement danseuse, sportive, juriste, conseillère politique, cabinet de Huchon, actrice, artiste, écrivain. Peu d'entre nous connaissent des personnes qui réunissent tous ces qualificatifs. Et quand on dit sportive, c'est pas n'importe quelle sportive, elle est championne de France d'athlétisme. Quand on dit écrivain, son livre a reçu le prix du livre politique 2021, il y a quelques mois. Et quand on dit conseillère culturelle, c'est conseillère de la plus grande région de France, l'Île-de-France, depuis quelque temps. Donc, si on ajoute à ça qu'elle est juive par sa mère juive polonaise, et ses grands-parents qui ont été déportés à Auschwitz, et son père noir comme de l'ébène venant de Gambie, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne en France qui réunisse autant de racines, autant de choses venues de l'extérieur. Et dans son livre « Racé », dont on va parler, ses mots sont clairs, nets, parfois durs, mais son raisonnement, c'est de dire qu'il faut lutter absolument chacun d'entre nous pour garder sa liberté de penser, sa liberté d'être, quels que soient les endroits où on veut vous caser. Femme ici, ceci, cela. Il faut sortir, il faut essayer à tout prix de sortir de l'endroit où on en veut vous enfermer. Voilà, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir Rachel Kahn. Pour le micro. Merci beaucoup. Bonjour, Rachel Kahn. Bonjour, Philippe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à Vichy, vraiment. Non, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'être là. Je te remercie aussi. Je vous remercie aussi, pardon. Je vous remercie. Et puis, je remercie aussi Monsieur le maire et Monsieur le sénateur d'être présents aussi. Je suis très touchée d'être ici, en réalité. Quand on connaît votre emploi du temps, vous êtes tout le temps à la télé, à faire des débats en ce moment, on vous voit énormément. Vous êtes très concerné par tout ce qui se passe en France. Et donc, voilà, vous avez pris le temps de venir ici.
faire Bercy, la gare de Bercy-Vichy, vous avez pris ce chemin et vous avez pris habituellement le retard qui est convenu avec tous les trains qui viennent de Paris. C'est toujours intéressant de prendre des chemins différents pour être dans une imprévisibilité. Ça fait du bien de ne pas savoir quand est-ce qu'on va arriver. Voilà, exactement. Le tout, c'est d'être à l'heure après au rendez-vous qu'on a avec les gens. C'est sûr. Alors, on parlait de ça avant et on parlait de Vichy. Vous êtes venu une seule fois et vous m'avez dit, Rachel Kahn, vous m'avez dit, je veux dire quelque chose aux habitants de Vichy. Oui, je veux dire quelque chose aux habitants de Vichy. J'ai écrit ce bouquin Racé pour la liberté, mais surtout contre les assignations, aussi différentes qu'elles soient. Et c'est vrai que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, je suis une fille d'enfants cachés. Ma mère est née en 1940, donc enfant caché pendant la guerre. Mes grands-parents ont été déportés. Ils sont partis très tôt dans les convois, dans les premiers convois. Et j'ai eu la chance de les connaître. Ils sont revenus d'Auschwitz. Ils sont revenus d'Auschwitz. Absolument. Et c'est vrai que lorsqu'on entend Vichy, tout de suite, il y a une assignation qui se fait sur cette ville et sur ses habitants. Et voilà, c'était juste, moi, ça me faisait plaisir de venir pour ne pas qu'on s'assigne à des choses du passé, parce que cette ville est magnifique. Et moi, ça me bouleverse d'être ici aujourd'hui, parce que c'est ça les chemins de la vie. Voilà. Je vous assure qu'elle a dit, je veux absolument parler aux habitants de Vichy en premier. Hein, oui, parce que ça fait partie de nos réparations, de nos humanités, et surtout de tourner la page et de ne plus être enfermé dans des identités finalement carcérales. Vichy, c'est une ville... Enfin, voilà, moi, je ne suis pas du tout de Vichy, mais c'est magnifique. C'est des villes auxquelles on assigne ces choses d'antan. On parle toujours de régime de Vichy, alors même que ce n'est pas la bonne terminologie, selon moi. Non. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous adresser aujourd'hui, parce que ça entre en écho, toutes les histoires sont liées, hein, même toutes nos intimités sont liées, ça entre en écho aussi avec ce que je défends. Alors, comment vivez-vous, juste pour commencer, vivez-vous l'invasion de l'Ukraine en ce moment par la Russie? Comment vous, avec toutes vos... parce que vous vous définissez comme afro-yiddish. Donc yiddish, c'est quand même voilà, un mot qui est concerné par ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Comment vous vivez personnellement cette guerre affreuse? C'est très complexe d'un point de vue personnel et intime, c'est très complexe. En revanche, l'ignominie, l'ignoble... les questions d'ingérence, les questions du droit de la guerre qui est bafoué, ces questions-là, évidemment, nous troublent tous. Après, il y a une forme aussi quand même de mélancolie, c'est-à-dire ne pas pouvoir tirer des leçons de l'histoire. Moi, mon grand-père est né, je dis toujours que mon grand-père est né en Pologne, ce qui est faux. Mon grand-père est né sur un territoire à Częstochowa qui est devenu la Pologne, mais il est né dans un territoire qui était russe à l'époque, qui est devenu indépendant en 1918. Et c'est vrai que là, lorsque Poutine nous parle de dénazification, avec ce qui a pu se passer dans tout ce Yiddishland, le Yiddishland ne suivait pas les frontières. Les frontières des États, oui. Non, voilà, c'est-à-dire en Pologne, en Hongrie, en Biélorussie, en Ukraine. Ça fait mal, ça nous heurte. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que depuis quelques années, on entend aussi ces dogmes dit woke, mais c'est pas ça le sujet. C'est ces dogmes qui sont inhumains, qui vous déshumanisent et qui prônent finalement la haine envers l'Occident, ou aussi cette fameuse décolonisation qui arrive 50 ans plus tard, qui est un déshonneur fait à nos parents qui ont vécu, notamment mon père et mes grands-parents, qui ont vécu la décolonisation, et que là, en fait, il se passe une colonisation intolérable et que ces gens ne disent rien. Ça, c'est heurtant. Ensuite, et on le sait très bien, il y a quand même ce sentiment, et c'est ce que j'avais déjà écrit dans le livre, et puis on est beaucoup ici à se mobiliser pour ça, nos fondamentaux, rien que nos fondamentaux, qui sont dans notre belle Constitution. Aujourd'hui, on comprend la valeur de ce qu'est égalité, liberté, fraternité, la valeur de ce qu'est... voilà, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen en préambule de notre Constitution, et la valeur de notre démocratie.
Et combien elle vaut d'être défendue. Et combien elle doit être rappelée, défendue, et que malheureusement, ce n'est pas un cadeau acquis, pour toujours. Un acquis voilà. Pour toujours. Ouais. Vous parliez on est tous concernés, je voulais juste relayer ce que me disait monsieur le maire tout à l'heure, juste avant la réunion. Il y a eu un appel aux dons à Vichy et ils ont reçu 2, 3 fois, 4 fois le matériel attendu. C'est donc juste pour souligner la solidarité qui existe dans toutes les villes de France et les villages de France en ce moment pour l'Ukraine. Voilà. Si je peux rebondir là-dessus, oui. Pardon. Non, mais c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'on nous a fait croire depuis quelques mois que nous étions devenus un peuple inhumain, un peuple soit racialiste, soit un peuple religieux. Mais non, en fait, nous sommes un peuple politique et éperdument épris de la fraternité. Et c'est ce qui se voit aujourd'hui concrètement, en fait, vis-à-vis de toutes les populations. Moi, c'est vrai que je baigne beaucoup dans le milieu artistique où il y a des mobilisations, mais dans toutes les villes de France, la solidarité, la fraternité est présente. Donc pour les jeunes qui ne savaient pas ce que c'était ni la laïcité d'un côté, mais la fraternité, là, on a affaire à une fraternité concrète. Concrète et générale. Et générale, et malgré la douleur, eh bien, on sait que ce mot est là pour quelque chose. Alors, on va parler maintenant de votre livre « Racé ». C'est un livre dans lequel les mots sont fermes. Il n'y a pas de fioriture, le style est direct. Et on se dit, pour écrire un livre comme ça, sur un sujet aussi compliqué, un sujet du moment, il faut vraiment il faut être habité. Il faut avoir vraiment envie d'en découdre, si j'ose dire. Il faut envie d'affirmer les choses fermement pour clarifier le débat. Et alors je me suis demandé par quoi elle est habitée, Rachel Kahn, quand elle a décidé d'écrire ce livre. Qu'est-ce qu'il a mis dans un état tel qu'elle a entrepris d'écrire ce livre? À chaque fois que je suis interviewée par vous, j'ai une émotion, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être parce que vous êtes bien habillée que... Non. Vous avez dit habiter, pas habiller. Habiter. Habiter. Mais j'en ai profité pour changer une lettre au passage. Non, mais en réalité, ce que vous interrogez là, c'était de me replonger en fait dans cette histoire familiale qui est faite évidemment de chaos, qui est faite d'un chaos qui est la Shoah. C'est presque les mêmes lettres. Et puis l'autre, la colonisation, l'immigration. Et que par rapport à cette montée en fait de dogmes qui veulent cracher sur nos fondamentaux, cracher sur la France, alors même que la France a sauvé mes parents du chaos et que la France a accueilli leur amour. Ils se sont rencontrés à la fin des indépendances, mon père et ma mère ayant survécu, mon père aussi. Eh bien moi je me sens éperdument française par rapport à ça. Je le répète souvent, avec ce pédigré-là, avec cette grande histoire française, je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France. Aux États-Unis, dans les années 70, il n'y avait pas véritablement de métissage. C'est des communautés, ce qu'on appelle le multiculturalisme. Silos par silos où les gens se côtoient mais ne créent pas de famille ensemble. Moi, mes parents se sont rencontrés parce qu'ils sont de cette famille française, de cette famille politique, de cette liberté-là de s'aimer. Ils sont aussi... c'est grâce aussi au livre, parce que finalement, je parle des origines de mes parents, mais leurs deux origines, l'origine véritable, c'est la bibliothèque. C'est ça l'origine. Ma mère était libraire. Mon père, professeur. Mon père professeur est allé donc dans cette librairie et rencontrer ma mère. Donc après, il adorait acheter des bouquins, n'importe quoi. Oui. Voilà. On comprend. Oui. Il a multiplié les achats. Oui, puis des livres bien hauts dans la bibliothèque pour qu'elle puisse monter, vous voyez, l'échelle. Bon. Heureusement que les woke ne m'écoutent pas, sinon je me ferais canceller. Ça nous rappelle les films de Truffaut, ce que vous dites. Voilà. C'est très joli. Et en fait, c'est ça. J'ai voulu me rapprocher de leur bataille, au plus profond de leur bataille, celle de mes grands-parents, celle de mes parents, mais en essayant de voir le réel. Et ce qui était en train de se jouer, oui. Par rapport, on a vécu les attentats, on était en train de vivre cette période de pandémie, et des gens qui commençaient à nous mettre des petites musiques extrêmement dangereuses.
extrêmement dangereuse sur notre, sur la notion justement de réparation. Il y a des personnes qui ont pris la parole très, très fortement dans les médias, etc., et qui en fait ne font que de nous déchirer. Et donc j'ai choisi les mots en fait pour aborder ces questions-là. Pour aborder le sujet. Ouais. Vous dites d'ailleurs à un moment, au tout début du livre, j'ai décidé en 2021, c'est-à-dire au moment de la rédaction du livre, j'ai décidé de parler entièrement. Ça m'a. Je me suis dit, ça c'est un mot qui vient de là, quoi. C'est pas de l'écriture. Non, j'ai essayé de me rapprocher au plus profond. J'ai essayé de me rapprocher. Je ne sais pas si vraiment j'y suis allée jusqu'au bout. Enfin, ça, on sait déjà. Enfin, on peut toujours aller plus loin, en fait. Tous les livres sont des livres inachevés, mais j'ai essayé de me rapprocher au plus profond de moi et surtout dans cette entièreté, c'est-à-dire d'être toujours l'autre de quelqu'un. Donc là, face à la page blanche, je ne voulais pas plus être l'autre de quelqu'un. C'est vrai que quand je vais en Afrique, je suis l'autre, je suis la Toubab. Quand je suis ici, j'ai été longtemps, maintenant je me suis exprimée, mais la métisse ou la femme noire, machin. Chez les juristes, j'étais la sportive. Chez les sportifs, vous étiez juriste. J'étais l'intello. Donc à chaque fois, j'étais l'autre, à la fois par rapport à mes racines, mais par rapport aussi à cet existentialisme. Et j'ai voulu justement dire ce que nous sommes tous au fond, c'est-à-dire des êtres profondément mélangés, complexes, dans les nuances, 360 degrés. Et les réseaux sociaux ne nous aident pas en fait à nous confronter au miroir et à nous confronter aussi à notre propre pensée complexe. Le titre « Racé », vous l'avez choisi pourquoi ? Parce que ça me faisait rigoler. Non, mais je l'ai choisi parce que déjà, c'est un très beau mot de la langue française qu'on n'utilise plus trop. Non. On l'utilise pour certaines choses, mais pas pour... Surtout pour les animaux. Ça me faisait rire de l'employer pour les animaux. Parce qu'il y avait plusieurs définitions à ce mot, déjà. Oui, bien sûr. Ensuite, parce que, évidemment, c'est une référence au monde animalier. Et puis que justement les communautés noires essaient de réfuter. Bon. Ensuite, parce que c'était c'était une réponse en fait au mot racisé qui est utilisé en ce moment. Qui est utilisé pour vous assigner, pour vous dire que vous êtes racisé, etc. Qui est juste intolérable. Hein. Là, on est dans la déshumanisation, c'est-à-dire qu'on met la race au centre pour vous définir et vous considérer comme une victime. Donc moi, je ne suis pas une victime, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a pu se dire là, l'Ukraine, la Shoah, la colonisation, je ne suis pas une victime du tout. Peut-être, en tout cas, pas de naissance et pas par rapport à une couleur de peau. Simplement, le terme racisé fait que vous êtes racisé de naissance parce que de toute façon, il est certain que dans votre vie, vous allez être une victime. Il définit comme ça. Il définit comme ça, il essentialise, il déshumanise. Et là, on est véritablement dans cette identité carcérale qui vous fige et qui vous empêche en réalité de vous déployer dans la liberté et dans votre fraternité et de ce que vous avez envie de faire. Donc c'était une réponse aussi à ça. Mais c'était une réponse juste peut-être vraiment parce qu'il y avait plusieurs définitions à ce mot. Et qu'aujourd'hui, lorsque les mots sont employés, notamment les mots qui nous viennent d'outre-Atlantique, il n'y a jamais une possibilité d'interprétation. Il n'y a que des jugements, il n'y a qu'une seule définition et il n'y a pas d'interprétation possible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que racisé, c'est racisé. Il n'y a pas d'autre interprétation. La blanchité, il n'y a pas d'autre interprétation. Alors que nous, nos mots de la langue française, ce qu'on utilise et qu'il faut employer de plus en plus, ils ont toujours plein de définitions possibles. Vous êtes d'une famille d'intello, le mère libraire et le père professeur d'université. Bon, c'est que des familles, disons, au bagage culturel. Et vous dansez dans du sport. C'est... A priori, on peut se demander pourquoi. Normalement, les enfants de familles intellectuelles sont assignés au lycée, aux études, on les surveille, on les cravache pour qu'ils réussissent dans les études. Et vous, jeune, vous aviez pris une direction en disant « mes parents, c'est une chose, moi, c'est autre chose ». Ah oui, c'est une réponse. C'est une réponse peut-être même assez violente. Vous savez, à l'adolescence,
lorsque... Les parents ont toujours tort, c'est ça? Alors, à l'adolescence, les parents ont toujours tort. Ça, c'est un point. Non, mais c'est surtout que à l'adolescence, vous voulez vous émanciper autrement. Et puis surtout, dans cette famille où personne ne se reconnaît. Vous avez dit tout à l'heure, mon père est ébène. C'est vrai qu'il est très noir. Et ma mère, d'origine polonaise, elle est très blanche. On ne ressemble à personne. Et surtout, quand on commence... Donc, on se sent bien, en fait, dans cet espace où personne ne se ressemble. C'est très précisément l'inverse des réunions en non-mixité. Moi, l'espace où je me sens bien, c'est l'espace où personne ne se ressemble. Oui, varié. Ouais. Ben, oui, c'est la France, quoi. Et donc, c'est terrorisant si on veut vous mettre dans un endroit où tout le monde se ressemble. Limite, il faut que tout le monde soit cloné. C'est juste insupportable. Je pense que j'ai voulu leur répondre, oui, effectivement, sur le sport, pour peut-être me venger, en fait. Parce que quand je raconte comme ça cette histoire d'afro-yiddish, ça fait presque un peu bisounours, vous voyez. Ça fait un peu cucu, quoi. C'est-à-dire, voilà, tout le monde est bien. Tout le monde est gentil, tout le monde se... Oui, non. Alors donc, moi, j'ai voulu, à l'adolescence, leur dire, bon, vos trucs, ok, c'est bien, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, surtout qu'on a parlé des couleurs de peau, mais c'est vrai que mon père, animiste, avec une famille musulmane, et ma mère, ashkénaze, juive, voilà, c'était quelque chose en plus. Donc j'avais peut-être aussi besoin de me retrouver dans le corps. Oui, c'est un peu encombrant, toutes ces... Non, peut-être... on se sent bien, mais c'est peut-être un peu... Hein, toutes ces racines, ça fait un peu... Oui. On a envie de se construire soi-même et de dire, puisque c'est comme ça, bon, je vais créer mon chemin. Oui, enfin, ça peut être aussi dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi avoir cette volonté de gommer plein de racines pour n'en garder qu'une seule. Vous savez, c'est Lacan qui disait, en fait, c'est le signifiant maître. Donc, c'est ce que font aujourd'hui les dits décoloniaux. Ils prennent un signifiant maître, ils pensent tous de la même manière, comme une forme de troupeau qui doit être contre le racisme systémique, le racisme d'État. Voilà, avec cette pensée qui n'est plus du tout individuelle, alors même que c'est oublié que les esclaves avaient cette volonté, quand ils ont voulu être libres, d'avoir un nom et un prénom et de penser par eux-mêmes et de ne pas être d'accord au regard de leur couleur de peau. Alors, ce qui vous a fait finalement dépasser la réaction adolescente de s'affirmer contre les parents, etc., d'essayer de trouver un chemin, alors vous, quand même, vous saluez le chemin qui a été le vôtre, en tout cas, qui est le chemin de la bibliothèque, Cujas. Vous avez décidé d'aller et d'ouvrir des livres, vous décrivez comme on ouvre des portes. Ça, c'est quand même quelque chose dont on sent là aussi que, voilà, la manière de dire les choses, on sent que les portes se sont ouvertes pour vous, les vraies portes de la vie, à cause des livres. Oui. Après ma réponse d'adolescente, oui. J'ai voulu quand même porter le drapeau français. Oui. Vous voyez, pour moi, c'était quand même quelque chose de gagner pour porter ce drapeau et d'être en équipe de France. Oui, championne de France du 4 x 100 mètres. C'était quand même un biais détourné. Ça, oui. Mais pour leur dire à mes parents, voilà. Vous avez porté le drapeau tricolore sur votre... Voilà, oui, mais c'est un moment quand même. C'est un moment, important. Bien sûr. Surtout par rapport à toute cette histoire française et tout. Et ensuite, effectivement, les livres... Les livres qui vous font être aussi un autre personnage, qui vous déplace, qui vous pousse à réfléchir, qui vous offre le doute. Oui, ça a été clé pour moi. Et pourtant, je l'ai détesté. Lorsque ma mère était libraire, je détestais les livres. C'est-à-dire que les livres étaient mes concurrents. Ma mère passait... Parce qu'être libraire, c'est un travail militant. On porte des cartons, on est dans les rentrées, évidemment. Dans les trucs. Elle restait voilà, des soirées entières. Personne n'est libraire pour gagner beaucoup d'argent. Voilà. C'est ça. C'est une passion, c'est une manière d'être, plus qu'une manière de vivre de ce qu'on fait. Exactement. Et donc moi, j'étais jalouse de tous ces livres de la bibliothèque. Et puis après... Donc je voulais pas lire du tout. Et puis finalement, après, voilà, les livres m'ont cueilli et surtout ces histoires d'interprétation, de se retrouver déplacé encore et encore. Enfin, les livres, c'est un espèce qui rythme en fait nos existences. Mais là où on voit la puissance du livre dans votre formation, c'est que vous avez Émile Ajar, donc
qui a eu 2 noms, Émile Ajar qui a eu 2 noms, est tellement important pour vous que lorsque vous écrivez ce livre-là, il est cité 10 fois, 15 fois, 20 fois. C'est-à-dire que la personne qui vous a accompagné pour ouvrir les portes est présente dans le livre où vous dites les choses entièrement. Quelle puissance de je ne sais pas comment dire, puissance de... Il a amené votre esprit à se décider. Même quand on tient la plume tout seul, on écrit toujours des livres collectifs. Oui. Moi, Émile Ajar ou Romain Gary, c'est le fil rouge de Racé. J'avais besoin peut-être de cette personnalité-là avec moi. D'avoir cette certitude. Cette certitude de ne rien savoir, ouais. de cette certitude d'être très changeant. Ce qui m'impressionne chez Émile Ajar et Romain Gary, c'est cette capacité justement à écrire de différentes manières. Et puis cette vie internationale. Quand il dit « je me sentais d'une responsabilité internationale », c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Quand il parle, bon, évidemment de sa mère, mais dans des silences de son père, quand il parle du Yiddishland, avec la danse avec Gengis Khan, ou quand il est dans les racines du ciel en Afrique, ou quand il parle des États-Unis, on est dans ce monde-là éperdument complexe, et Romain Gary arrive toujours à trouver un autre que lui, à être un autre que lui au fil de ses livres. Ça, c'est intéressant. Alors, il a peut-être réconcilié votre difficulté à arranger toutes ces racines et vous transformer en être libre en vous disant, lorsqu'il a écrit « Je suis un être d'addition ». Oui, et on est tous des additionnés. Oui, mais quand on le lit, on se dit, on s'interroge sur qui est-on. En fait, je crois que j'étais peut-être tranquille avec mes racines, parce que j'écris depuis longtemps. C'est simplement d'avoir moins peur de le dire. Chez moi, on a vécu avec du poulet yassa et du gâteau au fromage. Et quand je vois aujourd'hui mon père qui va à la synagogue, c'est quand même... ou ma mère qui, en ce moment, est avec lui au Sénégal avec mes tantes. Dans ma famille, c'était tranquille, mais c'est le dire au monde, en fait, qui fait peur. Surtout quand on est à cette heure des réseaux sociaux, où avec les algorithmes, on est dans des bulles où personne ne doit parler. Enfin, on ne doit pas se parler, on ne doit pas dialoguer, on ne doit pas tenter de se réparer. Et avec Romain Gary, c'est vrai qu'il y a cet humour aussi, qui fait que on a envie de rire et de prendre du plaisir à l'écrire. En 18, vous aviez écrit un livre collectif, Noir n'est pas mon métier. Et à l'époque, dans ce livre, vous avez co-signé avec d'autres personnes qui pensaient que dans le monde du spectacle, dans le monde de la télévision, dans le monde de toutes les manifestations culturelles, le livre disait qu'il était légitime que les gens de couleur noire aient une place dans tout ce qui est expression culturelle de ce qui se fait en France. Donc vous étiez co-signataire de ce livre. Et maintenant, la moitié des co-signataires de ce livre vous désignent comme une traître. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors je l'avais anticipé puisque je l'ai écrit dans Racé qu'elle allait dire ça. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que pour moi, le titre est clair. Noir n'est pas un métier. On ne peut pas dire mieux, en fait. Et étrangement... C'est-à-dire que votre définition, ni votre fonction dans la société n'est pas d'être noir. Non. Oui. Noir n'est pas un métier. Là, ça valait pour les comédiennes, mais ça vaut aussi par rapport à ce qui s'est passé cette année. Je pense aux policiers qui se font traiter de traîtres, d'arabes de service, parce que juste ils font leur métier, parfois ils font vraiment leur passion. Et en fait, ça a montré à quel point finalement, même si le titre est celui-là, à quel point, même en France, quand on est d'une certaine couleur de peau, on n'a pas le droit à la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire. Moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir inventé la poudre avec Racé. J'ai simplement rappelé, avec mes mots et avec ce qui me passionne, la création, j'ai rappelé ce qui est dans la Constitution française, que je suis une femme libre et que nous sommes libres, égaux en droit et qu'on a le droit de faire n'importe quel métier et qu'on a le droit de dire n'importe quelle chose sous couvert qu'on enfreint de la loi, des limites de la loi, la haine, évidemment.
Mais là, c'était effectivement extrêmement violent. Je pense que j'ai voulu... je pense que, en fait, c'est une... Racé, c'était aussi une provocation pour aller plus loin sur Noir n'est pas mon métier. Noir n'est pas mon métier, mais je ne m'enferme pas dans un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier pour en faire un métier. C'était violent? C'est violent, les réactions? Alors, c'était violent. Oui, c'était violent. Mais vous avez des amis, j'imagine, ou des gens que vous considériez comme des amis? Oui, puis il y a Noir n'est pas mon métier, puis il y a d'autres personnes. Enfin, c'est étrange, des personnes, à partir du moment où vous vous exprimez en tentant de trouver des solutions pour réparer notre société, d'être considéré comme traître. C'est pas traître le problème. Le problème, c'est la liberté à écrire ou à dire et à prendre un chemin différent. Et prendre un chemin différent, c'est inacceptable apparemment. Puisque votre couleur doit vous maintenir dans un chemin de la racisée, donc de la victime. Et qui doit pointer du doigt l'homme blanc de plus de 50 ans, comme vous, mon cher Philippe. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on ne doit pas être embauché dans un film parce qu'on est noir et qu'il faut qu'il y ait un noir dans le scénario, etc. Ça veut dire que la liberté doit être la même et qu'on doit pouvoir s'extraire de la seule définition que nous donne la couleur. Non, mais en plus, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire, la couleur ne définit rien du tout, on le sait très bien. Et heureusement, on pense tous de manière différente, on a des parcours différents. Après, si à l'intérieur des communautés, entre guillemets, si à l'intérieur des communautés, il y a des censeurs de vos vies intimes, c'est quand même un problème. Parce qu'à ce niveau-là, si vous voulez, ça rejoint... Là, les bourreaux et les victimes ont très précisément le même discours. Celui de ne pas laisser les personnes libres et affranchies. Alors, dans ce livre, vous prenez quelques positions sur des termes qui font débat toute la journée en France en ce moment, même en dehors de la période électorale. Et donc, j'aurais voulu avoir votre explication sur ce point. Vous classez des mots ou les expressions en plusieurs catégories. Une catégorie fourre-tout, les mots qui séparent et les mots qui réparent. Alors, comme fourre-tout, vous mettez quand même vivre ensemble. Alors que, je sais pas, en ce moment, on a l'impression que c'est la 4e devise de la République. Vous voyez ce que je veux dire? Vivre ensemble, c'est considéré comme un langage ouvert, d'ouverture, donc, et d'appel à ce que la société soit apaisée. Et pourquoi l'avoir choisi dans les mots dans les fourre-tout au lieu de qui répare? Parce que le sentiment de ceux qui l'utilisent, c'est qu'on veut réparer. Oui, en fait, c'est fourre-tout. C'est pas tant fourre-tout, mais c'est qui vont nulle part. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu au niveau du réel et je me suis rendu compte que plus on utilisait vivre ensemble, qui ne sait pas lui-même comment il s'écrit, parce qu'on ne sait pas si on doit mettre un trait d'union ou pas sur ce mot. C'est que symboliquement, c'est assez fort sur ce trait d'union ou pas. Plus on l'utilise, plus j'ai constaté depuis une quinzaine d'années qu'on ne vit pas du tout ensemble. C'est-à-dire qu'on est en train de se détester. Dès lors, il y a aussi un autre point, c'est que le mot vivre n'est pas conjugué. Un verbe qui n'est pas conjugué, c'est de l'inaction. Donc c'était plutôt pour dire vigilance sur les discours politiques, de ces mots en fait qui vous font du bien comme ça, qui vous déculpabilisent, mais qui très concrètement ne mènent nulle part. Mais un slogan, mène nulle part, on imagine la formule inverse, que ce serait quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on disait on n'est pas fait pour vivre ensemble, on saurait ce que ça veut dire. On a des mots pour vivre ensemble. On a un mot pour vivre ensemble. C'est le mot République. Moi, ça me parle beaucoup plus. Après, on peut l'interpréter, on peut le réinterroger, etc. Mais notre République, elle permet de vivre ensemble. C'est pas on décrète comme ça de vivre ensemble, alors même que dans certains territoires, on fait tout pour qu'on ne vive pas ensemble. On soutient certaines personnes. C'est un objectif.
on peut considérer que c'est un objectif que les gens peuvent accepter, qui peut aider à l'apaisement. Voilà. Moi, j'espère qu'on pourra dire vivre ensemble ces prochaines années et qu'on aura fait des choses. Quand on aura fait quelque chose. Mais je suis pas butée contre. C'est pas parce que le mot vivre ensemble est là que. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai eu ce sentiment véritable que avec ce communautarisme ambiant, cette absence de dialogue, cette absence de respiration entre nous, de relation entre nous, et bien que ce mot, en fait, je préférerais qu'on fasse plutôt qu'on dise, quoi. Voilà. Nous sommes nombreux dans ce cas. Bah voilà. Alors un mot qui sépare, c'est, vous dites minorité. Alors bon, évidemment, on comprend bien qu'il y a s'il y a une minorité, c'est qu'il y a une majorité, et que effectivement, désigner une minorité, c'est admettre qu'il y a une majorité, que donc ça sépare de la minorité. Mais pas forcément. Je veux dire, minorité, c'est dans la Constitution, dans l'idée de la République, on protège la minorité. C'est une communauté à qui on doit assistance, respect, égalité avec le reste. Et là, on tombe dans le cœur, en fait, du droit international. C'est-à-dire que là, les textes... Là, c'est la juriste qui parle, donc la juriste de droit international, parce qu'elle est juriste de droit international. Parce qu'on a véritablement changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, et notamment en Europe, où il y avait ce droit international qui a émergé sur la protection des minorités, et on sait très bien, là, dans les pays de l'Est, pour finalement leur permettre de vivre dans un pays de manière décente, qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde se veut être une minorité. Donc, on va s'inventer sur des petites choses le fait d'être minorité pour pouvoir titiller la majorité. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que j'étais dans la commission Bronner sur les questions des les lumières... C'est qui vient de rendre son rapport sur les réseaux sociaux. Oui, les lumières à l'ère du numérique. Et là, c'est très criant, c'est-à-dire qu'on a vu l'émergence de ces dites minorités, mais qui vivent comme tout le monde, en vrai. L'émergence des minorités sur les réseaux sociaux qui ont... Alors, c'est pas qu'elles représentent des courants de pensée ou des choses, c'est qu'elles sont survalorisées au sein des algorithmes des réseaux sociaux. Bien sûr. Ça enferme les gens à ne converser qu'avec leurs amis. Et ça, voilà, ne converser qu'avec vos amis et surtout couper du réel, totalement. Parce que si on reprend la question des minorités, cette notion-là, en 1920 ou que sais-je, et aujourd'hui, on voit qu'on ne parle pas de la même chose. Et alors, les mots qui réparent, c'est très curieux, parce que les mots qui réparent sont des mots qui sont un peu éloignés du langage, qui sont éloignés de l'expression. Et ça, c'est étrange, puisque par définition, les mots qui réparent, ça devrait permettre l'échange. Et par les mots intimité, par exemple, vous pensez qu'intimité est un mot qui répare. Alors qu'on pourrait considérer que l'intimité, c'est le retour vers l'isolement, vers soi. Oui. Dans tous les mots, dans ces mots qui réparent, vous avez raison sur le fait que ce ne soit pas une expression directe. Voilà. Expression directe. Que ce ne soit pas une expression directe. Mais que, en fait, ce sont des mots, vous parliez d'habiter, ce sont des mots qui sont habités par quelque chose. Et intimité, effectivement, et tous les autres, ils ont toujours une face sombre, l'isolement, et une face qui permet de réparer. La réparation, elle est toujours sur une ligne de crête, la réparation. Elle est toujours... C'est parce que c'est assez fragile qu'on peut mieux se réparer, au fond. De toute façon, on ne répare que ce qui est irréparable. Vous vous cassez le coude, vous aurez toujours mal, vous aurez la trace de cette souffrance en vous. Et en fait, l'intimité, pourquoi je l'ai choisi dans les premiers mots de la réparation, c'est parce qu'on parle souvent de laïcité aussi, mais qu'on a oublié en fait que la laïcité, elle permet véritablement de séparer les deux sphères, entre la sphère publique et la sphère privée et intime. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment les jeunes générations, avec les téléphones et autres, n'ont plus accès à leur intimité. Et n'ayant plus accès à leur intimité, puisqu'ils sont sans cesse sollicités par les écrans et autres,
déjà, ils ont une vision de la laïcité qui est extrêmement négative, alors même que ça les protège dans leur intimité. Et par ailleurs, il n'y a qu'en faisant le point au plus profond de soi-même qu'on va pouvoir se réparer sans les injonctions des groupes ou des communautés diverses et variées. Mais souvent, c'est pour refuser de se parler à soi-même qu'on regarde les autres. Ça fait peur, bien sûr. Hein? C'est un effort de tenter de se situer. C'est un effort constant. C'est un effort constant. Vous avez dû le faire 100 fois, par exemple. Vous situez. Ah bah oui. Qui je suis, hein? Je suis sûr qu'à un certain moment, vous avez souffert dans ce moment de pression. Mais on souffre tous. Le truc, quand on est dans son intimité, on souffre tous. Et puis par ailleurs, on est tous intolérants. Le problème, c'est de ne pas le savoir et d'être dans des communautés ou des associations qui vous font dire que vous êtes la bien-pensance incarnée et que vous savez, contrairement aux autres qui, de par leur naissance ou leur couleur de peau, sont racistes, vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas vrai. On souffre tous. On a tous des failles et des blessures à réparer dans notre vie. On a tous notre part d'intolérance et on a tous à se questionner sur qui on est tout le temps. Mais je crois que moi, avec les plus jeunes, quand je vais intervenir dans les collèges ou les lycées, on commence par là plutôt que de commencer sur des notions très complexes et très théoriques sur notamment nos fondamentaux. Ouais. Et tout de suite, voilà, ils rougissent et là, il se passe quelque chose quand on commence comme ça. C'est pas comme vivre ensemble. Non. Non, vivre ensemble, on peut le dire quand on va emménager avec quelqu'un. Est-ce que ça vous dirait qu'on vit ensemble ? Je sais qu'il y a votre femme qui est dans la salle. Et nous vivons ensemble depuis longtemps. Et oui, bravo. Silence, un autre mot dont vous considérez qu'il répare. Alors là aussi, on se dit que quand on dit il se heurte au silence, c'est, hein, on n'a pas l'impression que c'est un pas vers la réparation. J'avais besoin, au moment juste après, en plus MeToo, ça a été un vrai changement, que les femmes puissent s'exprimer par rapport à ça, ces violences-là, fondamentales. Mais dans le même temps, lorsque la parole se libère, on a besoin d'avoir des silences. Sinon, c'est la cacophonie. Plus personne ne s'écoute. Ben, on ne peut pas écouter. Si la parole se libère, s'il n'y a pas le silence, ça ne sert à rien. Et c'était toujours se remettre en question, notamment parce que je suis féministe, et que certaines féministes aujourd'hui demandent aux autres de se taire. Sauf que pour moi, ça ne fait pas partie de la réparation. Personne ne doit se taire. Pourquoi ils demandent de se taire ? J'ai pas compris là. Les féministes. Les féministes de faire taire l'homme blanc, l'ennemi. L'ennemi doit se taire. Voilà. Mais sauf que ça ne participe pas à la réparation. Il faut toujours maintenir le dialogue tout le temps. Et puis par ailleurs, c'est pas parce que vous avez été victime véritablement que vous devez venir le bourreau aujourd'hui. C'est-à-dire que vous devez vous exprimer. Mais aussi, vous devez savoir écouter. La réparation, c'est l'inverse de la vengeance. C'est exactement ça. C'est ça. La réparation, c'est ce qui permet véritablement de prendre sa revanche. Pacifiquement. Ben oui. Et de prendre sa revanche sur soi-même. Sur soi-même. Tenter, en tout cas, parce que c'est pas... Alors, il y a une chose très intéressante et qui... prête à beaucoup de confusion lorsque nous tous nous en parlons. Créolisation et métissage. Quand on entend créolisation, c'est un mot, par exemple, qui est prononcé par Jean-Luc Mélenchon pendant cette campagne. Il dit, je l'entendais l'autre jour, il était à La Réunion le week-end dernier, et il disait la solution en France, c'est la créolisation. Et c'est vrai que quand on dit ça, tout le monde comprend. Créolisation, ça veut dire un mélange total de toutes les origines, etc. Pardon ? Mélenchon. Oui. Vous êtes dur, hein, pour quelqu'un qui s'est réparé. C'est très important. Que vous n'êtes pas réparé jusqu'au bout. Mais bon.
voyez ce que je veux dire? Tout le monde comprend, un mélange total, sans origine, voilà, on est tous là, on est tous bien et tout ça. Voilà. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez précisément ce qu'est le métissage et ce qu'est la créolisation. Non, mais après, c'est pas moi qui vais expliquer, c'est juste ma définition. Non, mais la définition. Enfin, c'est intime. Pour moi, la notion de métissage se réfère aux races. Et très souvent, on dit vous êtes moitié-moitié. Vous êtes 50% blanc, 50% noir. Ça me dérange, parce que c'est pas du tout ça le métissage, en réalité. En réalité, et je le dis souvent, moi je suis déjà 100% française. Et deux, on ne peut pas scinder par rapport, en ayant comme étalon maître, étalon de référence, la race. Et par ailleurs, le métissage appréhendé de cette manière fait que vous êtes comme une division, alors que le métissage est une addition. Oui, moitié-moitié, ça veut dire vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, voilà. en fait. Donc en fait, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, oui, mais je comprends bien ce que vous voulez dire. Ça serait plus une addition, vous êtes plus ça, plus ça. C'est-à-dire qu'en moi, vous avez 8 personnes. Non, mais voilà. Donc cette notion-là, et puis par ailleurs, elle a été, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, avec les racialistes, les racistes, le métissage, c'est l'horreur absolue. Voilà. C'est présenté comme un repoussoir. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire là, on n'est pas du tout dans la race pure, on est toujours traître de toute façon, alors même qu'on est ce trait d'union, peut-être. Bon. En tout cas, la créolisation, donc moi j'ai eu la chance en fait de travailler avec Édouard Glissant. Théoricien de la, de la créolisation. Exactement. Grand personnage. Ouais. Philosophe à la pensée extrêmement complexe et qui a écrit sur la philosophie de la relation. Et pour moi, la créolisation, contrairement en fait au dialogue, parce qu'en fait c'était entre Zemmour et Mélenchon, il y avait un truc comme ça. Et en plus, c'était au moment de la sortie du livre, mais j'y suis pour rien, vraiment. Alors, on avait d'un côté un qui pensait que la créolisation, en fait, c'était le grand remplacement. Et de l'autre, quelqu'un qui pense que la créolisation, c'est on va tous être avec des petits ponches, et on va manger du boudin et tout ça, et puis tout le monde va être comme ça, et puis tout le monde va être à peu près pareil et tout. Sauf que pour moi, dans ce que je comprends des mots d'Édouard Glissant, ce n'est pas ça. Il a pris, alors ce qui nous perturbe, c'est parce qu'on entend créole. Donc on entend créolisation et on pense que tout le monde va être créole et tout. Ce que nous vivons aujourd'hui est un moment de créolisation intense. Ce qui s'est passé avec le Covid est un moment de créolisation intense. La créolisation, il a pris ce mot par rapport à ces îles d'origine pour expliquer qu'il y a eu la traite négrière et que ces îles, pour pouvoir se sortir du chaos, se sont ouvertes au monde. Et ce que l'on vit aujourd'hui et ce que l'on a vécu, on tente de tirer des leçons de ce qu'on a vécu avec le Covid. La Covid, on dit. Arrêtez de me dire... Peu importe, c'est moitié-moitié. Eh bien, en fait, c'est s'ouvrir pour tenter de trouver des solutions et comment on fait pour sortir du chaos. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est ça. On a l'Europe qui répond entièrement, ensemble, des personnes qui veulent se parler impérativement pour ne pas que la guerre soit encore plus forte et plus catastrophique. C'est ça, la créolisation. Et là, on voit bien qu'on entre en relation... C'est-à-dire qu'on mélange plusieurs populations pour se mettre d'accord. La créolisation, c'est la relation, c'est la philosophie de la relation. Et c'est essayer de comprendre les autres. Donc, ce n'est pas un truc de métissage. C'est comment réparer nos humanités, la créolisation, et comment sortir de moments dramatiques de notre histoire. C'est l'ouverture. Vous savez, quand vous êtes sous emprise de quelqu'un, par exemple, ou d'un, je sais pas moi, professionnellement, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous isoler, d'être sous la couette, de pleurer et d'être dans un repli en autarcie. En réalité, pour s'en sortir, il faut faire très précisément l'inverse. C'est très dur. Il faut continuer de s'ouvrir, continuer la relation. Et ben c'est ça la créolisation. Pour moi. Il y a un mot d'ailleurs
c'est une façon, je cite Édouard Glissant, c'est une façon de se transformer de façon continue sans se perdre, c'est-à-dire rajouter, et c'est un espace où la dispersion permet de se rassembler. Ça a l'air théorique. On dit ça, on dit c'est un penseur, un philosophe, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais avec ce que vous venez de dire, on comprend mieux. C'est-à-dire, on doit se disperser pour se rassembler. Exactement. Et notamment se rassembler à l'intérieur de soi-même. On est de toute façon, par nature, l'homme est dispersé dans notre complexité. Quand je faisais du sport de haut niveau, mon entraîneur, il me disait toujours quelque chose avant d'aller sur la ligne du 100 mètres. Quand on est dans la chambre d'appel, il me disait « rassemble-toi, concentre-toi, rassemble-toi ». Et on se rassemble, il y a ce silence, et là, il y a le coup de feu. Et là, on peut y aller si on est rassemblé. Et là, on peut partir vite. Et en fait, c'est ça, cette créolisation, c'est aussi le fait que parce qu'on communique ensemble, notre identité est en mouvement. Ce n'est pas une question de couleur de peau ou de religion ou de choses, c'est que c'est la relation à l'autre qui fait que vous changez en permanence. Alors, je voulais vous poser une question parce que vous êtes artiste, votre vraie nature, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la danse, vous êtes artiste, dans votre fond, vous êtes artiste. Alors, vous avez une définition de l'artiste incroyable en disant que l'artiste, finalement, est le législateur de l'ombre. C'est-à-dire que le principe de l'artiste, c'est de voir autre chose que ce qu'on voit tout le monde, que ce que tout le monde voit. C'est d'avoir comme ça une prémonition, une imagination, quelque chose qui nous sort du jugement habituel. Et est-ce que vous, quand vous avez écrit ce livre, vous avez fait un geste d'artiste ? Au moment où je l'ai écrit, je ne me suis pas rendu compte. En fait, j'étais en conclave, un peu comme ça. En conclave avec vous ? Oui. C'est le plus compliqué. Hein. C'est la réunion en non-mixité la plus délirante. Hein. C'est ça. Non, mais pour parler des artistes, c'est vrai que les artistes, pour moi, sont les législateurs de l'ombre. C'est-à-dire que protéger les artistes, leur permettre d'avoir accès à la création. On sait à quel point aujourd'hui la création est entachée, notamment par la cancel culture. Aujourd'hui, quand on veut écrire un scénario, on est obligé de revoir les dialogues avec des gens maintenant qui commencent à être spécialisés pour vous dire que ça, on ne peut pas le dire, ça, on ne peut plus rigoler de ça, on ne peut plus rigoler de ci. On est en train de dénaturer ce qu'est un artiste. Et c'est vrai que l'artiste pose son regard sur des choses invisibles. Vous pensez qu'il y a une censure comme ça, indirecte, qui s'impose, oui. Oui, il faut rigoler, bien sûr. Aujourd'hui, même si on revoit des films, je ne sais pas, d'Audiard ou n'importe, on se dit, ah oui, ça passerait plus. Combien de fois on se dit, ça passerait plus aujourd'hui ? Même la télé. Voilà, donc ça passerait plus aujourd'hui. C'est compliqué parce que si les artistes n'ont plus accès à leur création, on pense que c'est nouveau, mais ça, c'est la propagande des années qu'on a pu apprendre dans nos cours d'histoire, malheureusement. Donc là, il y a un retour de ça, la censure et la propagande. Et effectivement, accompagner les artistes, et on l'a vu en temps de paix, on voit aujourd'hui à quel point c'est important, parce qu'en temps de guerre, là, avec l'Ukraine, il se passe des choses qui sont assez fabuleuses dans nos humanités. Et c'est vrai que pour moi, un artiste n'a pas le regard... en fait, il ne va pas expliquer ce que tout le monde voit. Stravinsky... C'est pas un commentateur, voilà. Non. Mais Stravinsky, voilà, je sais pas, le sacre du printemps, on entend les bombes déjà. En fait, c'est des choses qu'il perçoit autrement et qu'il ne va pas livrer en mots. Et puis l'artiste, c'est autre chose. C'est que, en fait, l'artiste, c'est pas la mort qui lui fait peur, en fait. C'est de ne pas pouvoir vivre avec sa liberté d'expression qui lui fait peur. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a vu Charlie, on a vu d'autres choses, même dans notre quotidien. Cette liberté, voilà, qui est mise à mal par les communautés, puis aujourd'hui de manière très criante par ce conflit, c'est ça qu'il faut offrir à nos artistes au quotidien. Un petit commentaire sur deux, trois choses. Vous avez été formé par les livres, initié, j'allais dire, à vous-même par les livres, notamment Émile Ajar. Alors, de tous les livres que vous avez lus,
Et de toutes les réflexions que vous avez entendues des uns ou des autres, qu'ils soient favorables ou défavorables, quelles sont les 2 phrases que vous n'avez jamais oubliées, que vous ayez lues ou entendues, et qui vous ont fait votre personnalité à laquelle vous serez fidèle? C'est Édouard Glissant. Édouard Glissant. Philosophie de la relation. Ce que tu perçois de la beauté du monde t'engage dans ton lieu. Ce que tu perçois de la beauté menacée du monde donne direction à ton geste et à ta voix. Pour moi, c'est ça. La responsabilité, nos responsabilités humaines. Et une de Émile Ajar, la phrase d'éveil. Alors, je pense que c'est dans Chien blanc. Le Chien blanc, oui. Ouais, et que c'est je suis raciste. Vous voyez, c'est la première phrase, là, je suis raciste, que voulez-vous? Qu'on soit jaune, noir, bleu ou vert, j'en ai marre de votre putain de race. Ça, c'est ma phrase d'éveil. On comprend que ça puisse guider des choses. Vous avez des enfants, plusieurs. Comment vous parlez des temps qui viennent à vos enfants pour leur donner, j'imagine, courage de vivre librement, courage d'inventer, de prendre des risques? Comment vous parlez à vos enfants? Je crois qu'on se parle, mais pas énormément. C'est surtout qu'on fait ensemble, je pense. On fait du sport ensemble. Vous êtes adepte du faire plutôt que du dire, c'est ça? Les deux, mais c'est vrai que voilà, je les emmène au théâtre, au cinéma, mais surtout faire et puis qu'ils puissent comprendre que ah non, il m'est venu une autre phrase, et je pense que c'est celle-là, c'est cette phrase-là que je transmets à mes enfants. C'est la phrase de Gainsbourg. Ah oui. Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. C'est ça. C'est vrai que ça donne de l'ouverture et de la volonté de faire des effractions à des enfants. Oui, puis c'est pointer le doigt vers soi, vers ce qu'on a changé pour essayer de progresser. Il y a une dernière question, juste comme ça, parce que vous me demandez, quand vous vous levez le matin, vous dites oh, la journée j'ai ça et ça à faire, ou bien la journée c'est des possibilités qui s'ouvrent? Ça dépend si je viens à Vichy ou pas. C'est vrai. Non, mais on vous comprend. On vous comprend. C'était bien. Ouais, aujourd'hui, c'était sympa. Mais ça donne le temps de réfléchir, de dire ça. Non, mais c'est les deux. Non. En fait, c'est les deux. Non, mais je pense que non. Possibilité. Possibilité et imprévu. Parce que c'est toujours l'imprévu qui est bien dans la vie. Mais le monde est très partagé là-dessus. Il y a des gens qui se lèvent le matin en pensant aux obligations que la journée va leur imposer. C'est pour ça. Et d'autres se disent, on ne sait jamais. Ah oui. Peut-être quelque chose d'absolument imprévu va arriver dans le bon sens. C'est une vraie cassure. Mais en fait, c'est une cassure, mais dans le même temps, on est tous, nous, des imprévisibilités. Enfin, c'est bizarre d'être là, tous... Donc, en même temps, oui. En même temps. Mais un mot que vous aimez bien, c'est pour ça que je le dis. Moi, je suis en même temps. Vous êtes en même temps de fabrication. Oui. Après, c'est pour ça que j'ai mis dans le livre désir. Désir. Oui, désir. Notamment pour se lever le matin avec ce désir. On ne parle pas assez... matérialiser ce désir, enfin. Il y a beaucoup de... Et même en politique... c'est vrai que là, on commence là. Je pense que notre moment a été tellement bouleversé que certains élus commencent à remettre du désir. Mais ce qui nous était offert par les woke et tout ça, c'était l'absence de désir. Hein. Mais c'est ce qu'on disait au début. Tout ce qui s'est passé les 3 dernières années, c'est tellement important, tellement bouleversant que les choses ont changé. D'abord, je pense que beaucoup de gens apprécient plus les choses qui leur semblaient ordinaires, en sachant que c'est pas donné à tout le monde. Et deuxièmement, quand les choses ne viennent pas d'elles-mêmes, ça donne du désir ou de les conserver, ou mieux encore, de les améliorer. Exactement. Et c'est pour ça aussi que dans le désir, je crois que j'ai parlé de ces frontières et de cette séparation. Parce que pour ce fameux vivre ensemble que vous aimez beaucoup, il faut qu'on soit aussi un peu séparés pour avoir le désir d'être ensemble. Les frontières, par exemple.
Les frontières sont des trésors pour avoir le désir d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre. J'ai le sentiment qu'on est en train de retrouver ça. Oui, c'est possible que du malheur surgisse quelque chose qui soit moins douloureux. Rachel Kahn, le titre c'est Grandes rencontres, c'est l'une d'entre elles. Ah, merci. Je trouve, sincèrement. D'abord, on sait que la rencontre, c'est votre existence même. Tout part de la rencontre. Et vous rencontrer, c'est une grande rencontre. Merci beaucoup. Je voulais vous dire ça. Je pense que c'est l'avis de beaucoup de gens ici. Tout le monde ne vous connaissait pas forcément. Et vous avez une puissance d'existence. Un amour de la vie, une compréhension de la vie que les circonstances ont fait que tout le monde n'ont pas. Et que ce soit votre parole est une lumière. Voilà, c'est quelque chose qui s'allume. Merci beaucoup. C'est juste que je n'ai pas le droit d'être pleinement en vie. J'ai pas le droit de ne pas vivre, en fait. C'est votre destin, vivre. Je suis allée, je vais souvent voir mes tantes aujourd'hui. On parle souvent du dérèglement climatique et on parle souvent de la fonte des glaces avec les pingouins. How dare you, comme ça. Mais en fait, c'est pas ça le dérèglement climatique. C'est des gens comme mes tantes qui vivent sous 41 degrés avec vraiment pas beaucoup de récoltes. Et puis de l'autre côté, pas beaucoup d'eau. Des enfants qui sont obligés de faire 3 heures de route pour aller à l'école. Et l'après-midi, on peut rien faire avec 41 degrés. Et puis de l'autre côté, je suis allée à Auschwitz il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pas le droit de ne pas être en vie, vraiment. Et de ne pas tenter de nous réparer. Merci d'avoir consacré quelques heures pour nous rencontrer. Et nous, on était contents de vous voir. Merci beaucoup. Merci. Et pour tous celles et ceux, ils doivent être nombreux, qui doivent avoir envie de continuer la conversation avec Rachel Kahn. Elle va signer dans la pièce d'à côté. Tous celles et ceux qui voudront la rencontrer. Merci beaucoup.